Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de vous voir si nombreuses et nombreux ce soir dans notre école. Soit notre service de communication a fait un énorme travail, soit le mérite en revient à notre illustre conférencier. J'opterai pour la deuxième variante. Faut-il encore présenter Monsieur Pont ou le pape des ponts? Je vais tenter de le faire dans les grandes lignes. Bernard Houriet est du genre hyperactif. Il a toujours mêlé travail et sport. Il débute le hockey à 13 ans. Comme centre-avant, cela lui permet déjà de faire des petits ponts à ses adversaires. Il fait ses études ensuite à l'IPFZ où il obtient son diplôme d'ingénieur civil, tout en rentrant la semaine à Tramelan, son fief depuis toujours, pour bien sûr y jouer au hockey. Il obtient ensuite son doctorat à l'EPFL. Avec deux compères, Pierre Gorgé et André Vaucher, il devient le H de GVH, Bureau d'ingénieurs civils fondé en 1982. À ce jour, le groupe GVH compte environ 60 collaborateurs entre les bureaux de La Chaux-de-Fonds, Saint-Blaise, Tramelan et Delémont. Je le rencontre pour la première fois, indirectement, durant mes études, avec les ABAC pour le dimensionnement des sections creuses en béton armé, qu'il a établi avec Norbert Clément, que je salue, pour le compte du professeur René Walter. J'ai eu le grand plaisir ensuite de collaborer et d'apprendre à ses côtés durant plusieurs années dans le cadre du projet Poya. Bon vivant, il aime également parcourir les sous-bois pentus et broussailleux afin d'y dénicher les plus beaux bolets. Enfourcher son vélo et parcourir les collines toscanes avant ou après avoir fait la visite de quelques vignerons et dégusté un Brunello di Montalcino et bien évidemment encore et toujours jouer au hockey. C'est un ingénieur qui a marqué durablement le paysage suisse par l'intégration harmonieuse de très nombreux ouvrages d'art et une personnalité fort attachante. Nous avons la chance et le privilège de le recevoir aujourd'hui. Je lui cède la parole afin qu'il puisse nous présenter plus en détail quelques ouvrages particuliers conçus et réalisés par les bureaux du groupe GVH. Merci Bernard. Merci Renaud, c'est plus que gentil. Alors la table des matières de mon exposé, je vais rappeler un tout petit peu ce que c'est que le groupe GVH et quelques ouvrages particuliers. Ensuite, en partant du sud contre le nord, je vais vous présenter la plupart des ponts qu'on a réalisés sur la N16, sur la 16, d'abord sur le canton de Berne, puis ensuite sur le canton du Jura. Et ensuite, je vais aborder quelques ponts particulier, le viaduc de la Rosière dans une zone en glissement, ça va intéresser les géologues. Le viaduc du Noirbois, c'est un pont CFF qui est à l'est de Porrentruy. Ensuite, bien évidemment, le pont de la Poya. Et puis les ponts sur la Mentue, sur la N1, et enfin les viaducs du Creusena. Le groupe GVH, fondé en 82 à Tramelan, par les trois compères. Ensuite, 83, Saint-Blaise, 87, Delémont, La Chaux-de-Fonds, avec Jean-François Knegui et Aldo Bisetti. Ensuite, en 2017, on a remis à des jeunes collaborateurs qui étaient chez nous, qui sont Didier Rison, Dominique Tandon à Tramelan, Jacques Léplatonier à Saint-Blaise, Sylvain Plumet, qui est dans plusieurs bureaux. Et depuis cette partie-là, depuis ce moment, les anciens sont encore directeurs dans nos succursales respectives. Moi, je suis encore directeur à Tramelan. 63, on est aujourd'hui, ça évolue vite. Voilà, alors effectivement, comme l'a dit Renaud, le déclenchement de notre bureau, ça paraît incroyable, mais en fait, c'est la patinoire de Tramelan. C'était notre tout premier mandat, et ce n'était pas les marchés publics, je l'ai eu parce que j'étais centre-avant de la première ligne du HC Tramelan à l'époque. C'est une structure qui était quand même intéressante, qui n'a pas beaucoup vieilli, qui se comporte très bien. Par contre, le HC Tramelan milite en deuxième ligue, c'est pas tout à fait Gauthieron. Alors, 3 ans après la fondation
du bureau en 85. On a dit qu'on savait faire des ponts, etc. Alors on a été invité, parce qu'il fallait être invité pour faire le concours du Löwenberg. Donc c'était un tablier en caisson, 2 fois 666 mètres, hein, c'était une belle pièce, des portées de 40 mètres, et ça a été réalisé par lancement. Assez compliqué, parce que on avait une géométrie courbe en plan et en élévation, donc le lancement était assez compliqué. Peu après, donc en 89, on a gagné un autre projet qui s'appelait la RAD. Il y avait une votation populaire sur le principe de faire une RAD, jusque-là c'est bien allé. Ensuite, ils ont hésité entre notre projet de pont, un projet de tunnel ou rien du tout. Et finalement, le souverain a décidé que c'était rien du tout. C'était une affaire des plus brillantes pour nous. On a eu 12 000 francs de dédommagement pour 1000 heures. Donc c'est notre meilleure affaire. On a gagné 12 francs de l'heure dans cette affaire. Quelques caractéristiques. Donc hauteur des mâts 105 mètres, 35 mètres sur le lac. 1642 mètres de longueur, largeur 33 mètres, 350 mètres de portée. Ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Voilà encore une élévation. J'y reviendrai tout à l'heure pour le pont de Gênes. Vous voyez ici, c'est aussi un pont haubané avec 4 mâts et des mâts relativement élancés. À Gênes, il y a 3 mâts. Donc c'était un ouvrage, disons, de même conception générale. Ce projet-là a été repris par Michel Virlogeux avec une géométrie quelque peu différente. Hein. On n'est pas à 105 mètres, mais on est à 343 mètres de hauteur. Le tablier n'est pas 35 mètres sur le lac, mais 254 mètres de hauteur. Par contre, la largeur du tablier est comparable et les portées sont comparables. Il a même importé, entre guillemets, nos bêtises statiques, c'est-à-dire qu'il a fait un pont avec une suspension centrale courbe. À Genève, on l'avait fait pour un peu fermer la rade, c'était purement esthétique, et ça, au point de vue statique, c'est assez compliqué, alors il a pris aussi ceci. En France, ça va aussi un peu plus expéditif, hein. Il ne faut pas attendre des années, là ils l'ont fait finalement très vite. Un autre pont particulier, le pont Saint-Martin, sous le pont Bessières, à Lausanne, où finalement la complication, l'enjeu du projet, ce n'était pas tellement le pont, bon, milieu urbain, il fallait faire un pont assez joli, c'était de passer avec le pont et le tunnel à travers les piles du pont Bessières. Donc on a bêtement enlevé la moitié de la section des piles ici, on a enlevé la moitié au milieu. Donc on a eu plus un problème de préservation de maçonnerie que de statique de pont. Mais c'était un projet tout à fait intéressant. Comme activité à part les ponts, on a quand même énormément travaillé dans les travaux souterrains. Par exemple, le tunnel du Montéry, 430 millions de décompte final, dans des roches d'une géologie épouvantable, avec un énorme gonflement, 400 tonnes par mètre carré de pression radiale. Donc ça nous donnait un revêtement de 1 mètre d'épaisseur, très armé, avec des cages préfabriquées. C'est une des premières fois qu'un tunnel était armé en Suisse. Alors on s'en est donné à cœur joie dans cette affaire. On a fait aussi 3 tunnels sur l'évitement de Porrentruy, le Bannet, Bois de Montègre et la Perche, et puis le tunnel du Rémeux à côté de Moutier. Voilà. On commence donc au sud du Jura, près de Sonsbeau. Un des premiers ponts qu'on a fait, c'était les viaducs glaçus. Donc tablier en caisson, de hauteur constante, très sobre, des piliers de forme aussi très sobre, 2 fois 236 mètres. Le système est entièrement monolithique, toutes les piles sont liées au tablier. Difficulté, la géologie, on a dû descendre à 40 mètres avec des pieux d'1,20 mètre de diamètre. Sinon, on n'a pas eu de problème. On a utilisé un système pour le montage qui était déjà bien éprouvé à l'époque. C'était les cintres corail, des cintres treillis métalliques de 6 mètres de hauteur, comme ça, qu'on utilisait pour faire ce pont.
Un pont plus récent, en fait, il fait 2 fois, donc le pont Champ-Argent, 2 fois 190 mètres dans la vallée de Tavannes. On en a fait encore un autre à côté, donc on a fait 4 ponts de ce type-là dans la vallée de Tavannes, dans une zone en glissement. Je reviendrai sur les détails après en présentant un de manière plus détaillée. À l'entrée des gorges de Cours, le pont des gorges, où on a utilisé un système, je reviens peut-être sur le précédent. Ici, le tablier, c'est une section pleine d'1,30 m, 1,40 m d'épaisseur. Ce n'est pas un caisson. Pour les caissons, il faut avoir un espace intérieur visitable. Donc les caissons de petite hauteur, ça ne se fait plus pour des questions d'entretien. Ici, on a poussé ça à la limite, c'est-à-dire qu'on a toujours le même concept. On a des porte-à-faux, mais une section ici pleine de 1,70 m d'épaisseur. À Moutier, on a poussé le système encore un peu plus loin avec un pont très large, plus de 20 mètres de large par endroit. Et là, on ne pouvait plus faire une énorme dalle comme ceci. En fait, on a fait 2 de ces dalles massives, donc 2 nervures assez épaisses pour gérer cette largeur. 186 mètres, 41 mètres de portée. Un autre ouvrage entre le tunnel du Rémeux et la frontière jurassienne, particulièrement intéressant parce que quand les tracts sont arrivés pour faire les travaux de terrassement préliminaires avant d'attaquer le pont, 30 000 mètres cubes sont descendus dans une zone où il n'y avait aucun sondage. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bon. Ce qui fait qu'en fait, on a dû faire un ouvrage très particulier. Ce n'est pas possible de retenir une masse pareille, donc on a admis que ça allait continuer de bouger, et puis on a protégé les piles ici par des puits excentrés, où on a cette capacité de déformation. Et pour achever la plaisanterie, on s'est rendu compte après coup, en regardant de manière un peu plus détaillée, que la route romaine qui était dessous, sur un tracé plus bas, elle était en dehors de la zone de glissement. Donc les Romains étaient un peu plus malins que nous. Au sud de Delémont, viaduc du Taillement, toujours le même concept, donc des systèmes sans joint de dilatation intermédiaire, avec la plupart des piliers liés monolithiquement au tablier. Du côté de Delémont, on a des ouvrages aussi en dalle massive, pleine, avec une forme un peu plus recherchée pour les piliers. Là, la particularité, c'est qu'on franchissait beaucoup de voies de chemin de fer. C'était notre premier contact avec les chemins de fer. C'est très compliqué de construire sur les chemins de fer. C'était ça l'enjeu majeur de ce projet. Le suivant, c'est à côté où il y a la patinoire, non pas d'Ajoie, mais de Delémont. Et puis, c'est un ouvrage du même concept aussi sur le domaine ferroviaire. On voit les rails derrière. Toujours le même concept, appliqué à un pont à béquilles, c'est sur la route d'évitement de Glovelier. Pont à béquilles, on a ces béquilles comme ça qui poussent. Alors, c'est un concept qui était parfait parce qu'on nous avait dit qu'on avait du calcaire des 2 côtés. En fait, de ce côté-là, il n'y avait pas de calcaire, c'était des terrains meubles. Il a fallu faire des puits très compliqués pour reprendre les poussées de ces béquilles. Et là aussi, sur appui, ici, on avait à peu près 1,70 m de dalles pleines en béton. Première fois qu'on a osé faire un pont banné devant un site médiéval, c'est à Saint-Ursanne. On a osé faire ce pont banné. Donc c'est une suspension en harpe parfaite. Tous les haubans sont parallèles, suspension latérale, avec de nouveau un tablier tout simple, c'est une simple dalle. Ce n'est pas un ouvrage très grand, 107 mètres, 56 mètres de portée principale ici. Et les haubans, c'était encore l'époque Stalton, donc les haubans, c'était des fils dans un mortier de ciment. J'en parlerai tout à l'heure à la Poya, c'est devenu différent. Sur l'évitement de Porrentruy, on avait les ponts de la Rasse. Et là, on est revenu au caisson pour une question assez évidente, c'est que comme on est entre 2 tunnels, on devait passer à l'intérieur des ponts la gaine technique des tunnels. Donc on a fait une petite voûte à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a en fait un caisson de hauteur constante.
Et là, vous avez une idée de ce qui s'est passé dans le canton du Jura. On avait l'architecte M. Salvi, et chaque fois, les portails avaient une recherche architecturale un peu particulière. Le viaduc des Grands Combes, c'est plus tard. Alors, au départ, on avait, pour ces grands ponts, on avait des mandats directs. Nous, on a eu le viaduc du Krujna et un groupe concurrent avait ce pont-là. Et l'OFRO a dit, c'est fini, maintenant c'est marché, c'est mandat direct. On va passer à la concurrence. Alors, ils ont interrompu les deux mandats, puis ils ont fait ce qu'ils ont appelé un mandat parallèle. C'était d'abord une première phase de concours de projet, puis ensuite, ils choisissent les deux meilleurs, et puis on passe en soumission. Et finalement, la sanction, c'est le prix de l'entrepreneur qui décide qui fait quoi. Alors ça nous a assez bien convenu, parce qu'en fait, on a gagné le nôtre, puis encore celui des concurrents. Voilà. Donc, au lieu d'en avoir un, on en a eu deux. Pour revenir au concept, donc là, c'est un ouvrage très simple aussi, un caisson, 2 fois 371 mètres, 56 mètres 20, j'en reviens au tout premier, hein. Le pont de Sonsbeau, 56 mètres 20, c'est parce que les cintres ont 55 mètres de longueur. Hein. On s'adapte à l'inventaire de l'entrepreneur. Voilà. Alors je passe au viaduc de la Rosière, dans la zone de glissement au sud de la vallée de Tavannes. Donc l'ouvrage, 430 mètres de long, en caisson, et là, l'enjeu, comme on est dans une zone en glissement, c'était d'éviter tous les appuis. Donc tous les piliers ici sont liés monolithiquement au tablier. Et pour avoir la souplesse requise, on a fait une seule rangée de pieux pour qu'on ait la souplesse requise. Entre parenthèses, dans le modèle de calcul, on ne peut pas admettre un encastrement ici, faire le calcul, puis ensuite donner à un bureau de géotechnique le calcul de la fondation. On doit absolument, dans notre calcul de la superstructure, on doit prendre l'élasticité de la pile et des pieux. Le problème majeur, c'était pas tellement long, c'était en travers, donc on a une poussée d'éther assez féroce, des zones de glissement, et puis, comme dans la combe Chopin, on ne peut pas lutter là contre. Donc cette masse, elle va bouger. Donc le concept, c'est de dire, on fait un pont suffisamment robuste et rigide pour qu'il reste sur place, et puis le terrain coule de chaque côté. Alors pour y arriver, pour les autoroutes, on doit toujours avoir deux viaducs séparés, deux tabliers séparés, et là, on a enfreint ceci, c'est-à-dire que pour la partie inférieure, on a fait une fondation commune. Au lieu d'avoir deux banquettes séparées avec 4 pieux, on a mis 8 pieux de grand diamètre avec une banquette très rigide, de plus de 3 mètres de hauteur. Donc 8 pieux de diamètre 150 qui allaient jusqu'à 30 mètres de profondeur, une banquette rigide, commune, et puis, comme le canton de Berne n'aimait pas les ancrages, les tirants d'ancrage actifs, on a fait le compromis de dire on installe ici des dispositifs où les trous sont déjà prévus, et puis si ça se comporte mal, on peut, dans ces zones-là, installer plus tard des tirants actifs. Donc si ça bouge un peu trop, après 10-15 ans, on peut revenir et puis installer ces ancrages après coup. Là, vous avez la machine qui fait les pieux. Ici, vous avez cette alignée de pieux, où on doit ici recéper, enlever la première partie pour avoir une qualité de béton suffisante. Et voilà la banquette terminée avec ici ces plaques qu'on peut dévisser pour ensuite aller faire nos tirants forés à travers. On voit là cette image de pile entièrement monolithique partout. On était dans la forêt. Pour revenir à Renault, en allant une demi-heure avant la séance chantier, on trouvait des bolets de chaque côté du chantier. Comme c'était un pont très grand, le cintre était un peu particulier. En fait, c'était un cintre autolanceur, donc c'est un truc mécanique qui arrive à s'avancer lui-même. Voilà, pour vous donner une idée de l'intérieur d'un de ces caissons, avec l'armature.
Et voilà le produit fini. Donc là, on avait aussi un architecte qui a exigé quelque chose de sobre. Et en fait, il a pratiquement imposé ces piliers de forme elliptique qui vont très bien dans une forêt. Donc on n'a pas cherché à faire des artifices de forme. L'idée, c'était l'ouvrage le plus simple possible et qui demande le moins d'entretien possible. Un autre enjeu, donc viaduc CFF du Noirbois, du côté de Courgenay à l'est de Porrentruy. Premier problème, donc on est très bas, on franchit l'autoroute avec un biais prononcé et puis on est vraiment sur l'autoroute. Donc c'est un ouvrage que tout le monde voit puisqu'il est juste en dessus de l'autoroute. La géologie, on a des calcaires avec un toit incliné qui descend comme ça. Alors, si on fait un pont CFF conventionnel, ça donne une horreur, ça donne un hippopotame, on ne peut pas. Donc là, il fallait absolument trouver un concept original pour s'en sortir au point de vue esthétique. Alors, il y a plusieurs idées là derrière. D'abord, les bordures, on les a fait plus larges pour qu'elles participent au système porteur. Ensuite, on a fait une section massive, mais à inertie variable. Ensuite, on a fait 4 fois des piles en Y, plutôt 3 en Y et une en V, parce que là, on n'avait plus la place. Et on a de nouveau cherché à être monolithique au stade final. Comme on était trop rigide par là, on a dû mettre des appuis sous la semelle. Mais c'est facile à entretenir, ce n'est pas un problème. Et puis, l'idée basique, c'est qu'on a construit ça un peu comme un pont en encorbellement. Donc, les parties noires, on a déjà mis beaucoup de précontraintes sur un système isostatique qui ne donnait pas d'entrave longitudinale. Vous avez là les détails. Donc, cette précontrainte rectiligne, celle-là et celle-là, elle était mise en œuvre avant qu'on ait fait l'éclavage. Et puis, après l'éclavage, on a une deuxième précontrainte ici en bleu et en jaune, qui est tout en bas au milieu des travées, qui est tout en haut sur appui, et puis on utilise vraiment toute cette auge-là dans le système porteur. Alors ça nous donne, on a une portée principale de 54 mètres avec une hauteur de 2,60 m. On arrive à s'en sortir avec un élancement de 20, ce qui est assez intéressant pour un pont de chemin de fer. Voilà l'ouvrage, une des béquilles lors du montage. L'ouvrage à peu près terminé avant la mise en service. Donc c'est un ouvrage relativement élégant, qui arrive à porter le train, donc, oui, puis qui est vraiment bien élancé, avec toujours cette idée, moi j'aime bien ceci, de faire des parapets verticaux. Ça donne une belle ligne blanche et dans le fond ça divise l'effet de masse en deux parce que le reste du tablier est dans l'ombre dessous. La Poya. Alors ça, c'était notre deuxième concours de projet qu'on a gagné donc en 89. Alors, le système, on a 851 mètres, toujours sans aucun joint de dilatation intermédiaire. On a un joint aux deux extrémités. Le haubanage, contrairement au pont de Saint-Ursanne, ici on appelle ceci un semi-harpe, parce que les haubans ne sont pas parallèles, et on a également une suspension latérale. Les haubans les plus forts, ceux qui sont le plus couchés, ont 55 torons, les moyens 37 et les plus courts 31. La géométrie, on est à 109 mètres de hauteur, et puis deux particularités. Le mât ne fait que 4 mètres de dimension longitudinale, et puis chaque hauban porte 12 mètres de tablier. Et on doit prouver, c'est comme ça en Suisse, que si un hauban casse, un choc routier, etc., l'ouvrage peut avoir quelques dégâts, quelques fissures, mais il doit absolument ne pas s'effondrer. Alors, voyez le cas de Gênes, on est dans un autre monde. Le mât qui est tombé là, le hauban, ici, avec cette grande portée-là, le hauban porte 56 mètres. Pas 12, il porte 56 mètres. Donc, quand un hauban casse, c'est la catastrophe, tout le pont vient en bas. C'est programmé, on ne peut pas éviter ça. Et deuxième chose, le mât, ici, vous avez 20,82 de là,
Mais comme c'est symétrique, hein, ces grandes sauterelles-là, en fait, le mât, il fait 41,6 mètres de long par rapport à notre 4 mètres. Donc, comme la rigidité va au cube, ça fait qu'il est à peu près 1000 fois plus rigide que le nôtre. Alors, avec les problèmes de retrait, de fluage du béton et tout, ça donne un immense problème. Donc, nous, on appelle ça, entre parenthèses, j'ai dû réagir à ceci parce que le jour où il est tombé, la radio m'a téléphoné, m'a demandé si le pont de la Poya allait aussi tomber, etc. J'ai dû passer à Forum le soir même. Alors, moi, j'appelle ça une structure imposante, voire colossale. On pourrait dire que c'est aussi une structure architecturale parce que ces 3 mâts sont extrêmement rigides et puis ils n'arrivent pas à absorber ces déformations longitudinales. En plus, contrairement à ce qui se fait en Suisse, on a un seul tablier. Il a été en travaux 3-4 ans après l'inauguration, il était déjà en travaux. Mais comment vous voulez réparer un pont comme ça avec les camions qui passent à côté? En Suisse, un pont d'autoroute, si on doit réparer un des ponts, il n'y a pas de circulation dessus. La circulation est de l'autre côté. En plus, petite parenthèse encore, ils ont réparé celui-là. Hein. Puis les 2 autres, la société d'autoroute privée a jugé, même que c'était la même conception, qu'il ne fallait pas les réparer. Ce qui est quand même assez incroyable. Si on a 3 mâts de même conception, qu'on puisse dire qu'il se suffit d'en réparer un, puis que les autres, ils vont tenir, c'est à peu près n'importe quoi. Il y a 70 ingénieurs inculpés pour ce problème-là, en Italie. Et encore une chose, comme les haubans devaient porter énormément, finalement, ils les ont encore rigidifiés. Vous voyez, ce n'est pas comme les haubans de la Poya. Ils ont encore une espèce de structure en béton qu'ils ont mis pour les rigidifier, avec le résultat tangible, c'est qu'à la fin, ils n'arrivaient plus à les contrôler. Hein, parce que quand ils sont à l'intérieur du béton, c'est difficile de contrôler. Voilà. La Poya. Donc, le pont de la Poya, c'est ce qu'on appelle une structure mixte, acier-béton. Donc, on a une dalle en béton avec des bordures qui sont porteuses dans la partie haubanée. Et dessous, on a une grille de poutres, donc des poutres longitudinales d'environ 1 mètre de hauteur et des entretoises trapézoïdales tous les 6 mètres. Et dans les viaducs d'accès, on a simplement augmenté la hauteur, donc ça donne ici des poutres un peu plus importantes. Comme on a dû attendre 25 ans entre le gain du concours et l'exécution, on a eu le temps d'affiner les choses. Alors le premier affinement avec un nouvel architecte, l'architecte du concours voulait faire un pont suspendu. On lui a dit non, on finira dernier, il s'est retiré. Donc on n'est pas d'architecte au concours. Mais après on en a eu un, puis on a très bien collaboré avec. Au départ, on a repris les formes du mât, puis il a dit j'aimerais bien quelque chose d'un peu arrondi, un peu comme dans la vallée de Tavannes. Alors on a essayé de faire des choses comme ça. Nous on faisait des images de synthèse et lui faisait des maquettes. Et ça se complétait très bien. Ensuite, on a essayé d'améliorer, de mettre des rainures, des choses comme ça. On a varié les formes. Il nous a dit, j'aimerais plus cette partie-là. Est-ce qu'on essaye comme ça? Alors, on a essayé. Ensuite, il nous a dit une fois, j'aimerais plus ce trou. On essaye de faire comme ça. On a aussi essayé. Et puis, on est arrivé, on a convergé à un moment donné jusqu'à ceci. Alors, je reviens à l'avant-dernière. Un jour, il m'a dit, mais pourquoi vous mettez ces rainures là? Ces rainures dans les formes. Là. Et puis moi, je lui ai dit, ces rainures, c'est pour alléger les formes, etc., etc. Puis il me dit, ça vous sert à quelque chose ou pas du constructif? J'ai dit, non, c'est compliqué, parce que l'enrobage est différent, l'armature est plus compliquée. Alors il m'a dit, ben, l'esthétique, c'est mon problème, occupez-vous de la résistance, puis moi, je m'occupe de ces choses. Alors il nous a en fait supprimé toutes ces rainures, et puis on a eu des formes très très simples, hein. Un hexagone pour la partie inférieure, sans aucune rainure, sans aucun artifice. Puis je crois qu'il avait diametralement raison. Finalement, le produit fini, ça donne quelque chose de très propre et très simple. Pour les haubans, effectivement, comme il y a eu toutes ces années, on a eu l'occasion de profiter des dernières technologies françaises en matière de haubans. Donc, c'est Fraissinet. Au lieu d'avoir des fils enrobés avec un mortier où on ne peut plus entretenir, plus rien faire, on avait là des torrents. Donc, les torrents,
c'est des fils comme ça qui sont protégés par une cire. Donc les fils eux-mêmes sont galvanisés. On a une cire en jaune comme ça. Et puis chacun de ces torrents a une gaine individuelle comme ceci. Alors c'est bien mieux pour la protection, pour la durabilité et tout, mais c'est surtout encore mieux pour le montage. Ensuite, on les met dans une gaine. Après, le seul problème qu'on a, c'est la couleur de la gaine. Ici, ça a été assez vite décidé que c'était blanc. Par contre, la structure métallique, ça n'a pas été très vite pour dire que c'était anthracite. Il nous a fallu beaucoup de temps. Mais je reviens aux torrents. Donc, les torrents, au lieu de monter le haut-ban complet, on monte torrent par torrent. Et puis, le cas échéant, on peut les échanger dans 10-15 ans, torrent par torrent, en maintenant le trafic. Alors, le montage, les phases principales. Alors, quand on a des mâts souples pour éviter ces problèmes de dilatation, etc., on a quand même un petit ennui, c'est qu'on n'arrive pas à les monter sans les stabiliser. Donc, pour monter le mât numéro 7, on a dû le stabiliser provisoirement, simplement pour arriver à le construire lui-même. Pour l'autre, qui est un peu plus court, ça marchait, donc on a pu le monter lui-même. Mais ensuite, quand on bétonne le tablier, donc on a des morceaux où on bétonne 12 mètres le matin, 12 mètres l'après-midi. À midi, on a un grand déséquilibre, donc il faut le stabiliser. Et là, on avait mis 4 tirants verticaux qu'on ancrait dans le terrain avec des tirants actifs. La procédure, on posait d'abord le métal, ensuite on bétonnait et on avançait comme ceci. Voilà, le premier achevé, ensuite on attaque le deuxième. Là, on avait des problèmes, c'est-à-dire que ce concept-là de stabilisation verticale, on ne pouvait pas l'appliquer parce que derrière on était dans la sarine, puis devant dans la steppe. Alors on a fait un stratagème assez finot, c'est-à-dire qu'on a prémonté une partie des torrents. Sur les 55 torrents au total, on en a monté déjà 10, et puis on bétonnait toujours le matin devant, et ça mettait en tension ces haubans derrière, donc ils stabilisaient comme ça. Et à midi, l'après-midi, quand on avait bétonné de l'autre côté, ces haubans se détendaient. Et ensuite, la procédure était la même, on a continué comme ça. Là, quand on arrive dans ce stade-là, on est déjà bien content parce que le fléau est déjà stabilisé par le métal, donc on est à peu près hors du danger, et voilà l'ouvrage terminé. L'analyse structurale. À l'époque, dans les années, au milieu des années, disons 2006-2007, on avait déjà tous les outils qu'on a aujourd'hui, avec des modèles Koch. On pourrait tout calculer avec un énorme modèle, mais nous, on pense que ce n'est pas la bonne méthode. Donc, on a toujours utilisé 2 sortes de modèles. Donc, le premier modèle de base, c'est un modèle barre 3D. C'est-à-dire que le tablier, on l'a modélisé par 4 barres en long. On a mis toutes les entretoises en travers. On a mis les haubans, les mâts, etc. Et ce modèle basique, il tourne très vite. Et puis, on peut calculer... On a pu calculer facilement, on a dimensionné les fondations, les piles, les mâts, les haubans, et on a fait toute la maîtrise des déformations avec ce modèle-là. Ce n'est pas suffisant. Pour le dimensionnement de l'ossature métallique, il fallait un autre modèle plus compliqué. Donc on avait un modèle Koch 3D. C'est Pierre Gorgé qui s'était occupé de ça. Et il s'était aussi occupé de ça. Donc on avait aussi des modèles SCIA Koch locaux pour les ancrages fixes ici au niveau du tablier. Et pire encore, la tête du mât, en fait c'est une tête métallique qui permet d'équilibrer la force principale des haubans en long, mais aussi en travers puisqu'on a une suspension latérale. Et cette tour, en fait, elle est accessible, on a des trappes, on peut monter avec des échelles, et puis on peut aller observer, contrôler. Pendant une centaine d'années, on peut toujours aller contrôler ce qui se passe, voir si les ancrages sont corrects ou pas. Le béton, en fait, à la Poya, le béton, ici, c'est juste une peau qui ne doit pas trop se fissurer. Mais la structure métallique, c'est elle qui prend l'essentiel des choses. Côté Palatina, on avait une grande dérupe, on n'avait pas de place, donc on a lancé seulement l'ossature métallique, pas tout le tablier. Donc on a lancé les poutres principales avec déjà les entretoises et même les 2 premiers ancrages fixes.
Les mâts, j'ai toujours dit, c'est très facile à dessiner, hein, ces formes comme ça, mais l'entreprise a totalement sous-évalué les difficultés pour monter ces branches inclinées. Mais ma foi, c'était comme ça, les plans étaient clairs, les difficultés étaient sur les plans, ma foi, ils ont mangé leur pain blanc, leur pain noir dans cette affaire. De l'autre côté, c'était plus simple, on pouvait poser l'ossature métallique à la grue directement. Voilà des images de cet ouvrage relativement moderne devant la vieille ville de Fribourg, devant le pont plutôt presque romain. Ici, on a le fléau numéro 6, le petit mât qui est terminé, et l'autre ici qui est en travaux. Ça, c'est l'état final. Ici, pour moi, c'est une des plus belles images. Donc, c'était le photographe officiel du canton qui faisait ça. Donc là, on voit bien ce qu'on appelle cette suspension latérale en parapluie. C'est quelque chose d'intéressant quand on a des piétons et des cyclistes. Le viaduc de Millau avec une suspension centrale, c'est pour les autoroutes. Mais quand on a des piétons comme ça, ce truc-là, comme ça, de suspension latérale, ça passe mieux. De nuit, on a des images intéressantes. Voilà. Ensuite, concours de projet numéro 4. C'était André Vaucher, le chef projet de cette affaire. 110 mètres de hauteur. Alors, bon, il est au bout. Il est mort. C'est possible? Attends, mais c'est moi. Ah oui, non, ça, voilà. 110 mètres de hauteur. Portée à peu près 150 mètres, c'est comme le pont de Felsenau à Berne. Et autre particularité, on était dans un vallon asymétrique, donc ici on avait 2 piles de même hauteur, mais là une longue, une courte. Malgré tout ça, on a relevé le défi et on a dit on fait un pont sans joint. Donc c'est un système monolithique asymétrique. Et ça s'est avéré assez compliqué. De nouveau, on a eu besoin de stabilisation, alors on a construit les 2 piliers et puis ensuite on les a reliés provisoirement avec une entretoise parce que l'ouvrage est courbe et puis si on ne prenait pas de mesure, pendant le montage, il se déplaçait latéralement. Et on a aussi le haubanage en diagonale pour stabiliser dans le sens longitudinal. Là, on a pris des modèles barres assez simple, mais on a dû introduire... La grande difficulté de ces encourbelements, c'est calculer les contreflèches. Chillon, ils n'avaient pas vraiment calculé, puis à la fin, ils ont eu toutes sortes de déformations, de problèmes. Ici, on a calculé ceci, c'est-à-dire que chaque semaine, on enfilait ces étapes, et puis on faisait agir le retrait, le fluage. Ensuite, on commençait l'encorbellement, et puis on partait symétriquement. On ajoutait chaque fois le nouveau béton, la nouvelle précontrainte, etc. Et on a suivi ce montage jusqu'au bout. À un moment donné, avant l'éclavage, on a encore vériné à cause du système dissymétrique, parce que sans ça, les piliers viennent trop en avant. Et puis en suivant tout ça, en mettant aussi leurs vêtements et tout, à la fin, on obtient des grandes déformations qui sont contre le bas, on les retourne, et puis ça nous donne la contreflèche nécessaire. Et à l'époque, la norme était plus avancée qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a reculé dans nos normes, parce qu'aujourd'hui, on admet simplement des exigences de fissuration accrue ou bien élevées, alors qu'à l'époque, on voulait du balancement. Donc à l'époque, on a dit la précontrainte, c'est la courbe verte, ben, on va dire qu'elle est efficace seulement à 90%. Donc on a encore pris 10% de plus. Ce qui fait que, vous voyez, ça paraît assez incroyable, mais en fait, pour arriver à ceci, on l'a construit comme ça. Et puis les composants de ces 22 cm, il y avait à peu près 8 cm dû au poids propre et à la précontrainte, mais aussi le tassement de ces piliers, ici, dans le terrain, ça faisait aussi 8 cm. Après, il y avait encore d'autres influences. Mais donc, c'est impressionnant de savoir que pour arriver juste, il faut le construire 20 cm trop haut, au bout. Au milieu, pas tellement, plutôt 8 comme ça, mais au bout, on doit construire comme ça. Voilà l'ouvrage final. On pourrait dire que c'était les années 60 avec les pattes d'éléphant, mais c'était plus tout à fait ça. Mais effectivement,
En bas, ici, on pouvait mettre une villa. Hein, c'était 10 par combien? 10 par 8, quelque chose comme ça. Hein, 10 en travers, 8 en long. Hein. Voilà. Alors, le dernier, viaduc du Kreuznach. De nouveau, donc c'était comme le pont le viaduc des Grands Combes, c'était un concours de projet avec mandat parallèle. C'était le 5e qu'on a gagné, en parallèle avec l'autre. Alors, la contrainte principale ici, c'était la rivière du Kreuznach. Donc, c'est une résurgence qui, de temps en temps, on ne la voit pas, de temps en temps, elle sort comme ça. Puis là, c'était une vache sacrée, on n'osait pas y toucher. Donc, on avait une zone d'interdiction de construire ici de 60 mètres où on pouvait mettre ni des stabilisations provisoires ni des piles définitives. C'était la première contrainte. Vous avez la géologie, en bleu c'est des calcaires de bonne qualité, là on avait des problèmes, c'est plutôt des marnes, et puis là on avait des graviers. La zone, donc 180 mètres ici, 50 mètres de hauteur, donc la moitié de la monture. Alors, cette nouvelle législation, c'est ce qu'ils ont appelé procédure sélective à 2 degrés. Donc, la phase 1, c'est un concours de projet où le maître avait choisi 6 candidats, c'est-à-dire 6 groupements d'ingénieurs, et puis c'était déjà annoncé qu'ils allaient sélectionner les 2 meilleurs, puis qu'ensuite, avec ces 2 meilleurs, l'étude serait poursuivie, projet de détail, jusqu'à l'appel d'offres. Et puis ensuite, avec cet appel d'offres, on met en soumission, et puis c'est le meilleur marché qui gagne, entre parenthèses, y compris les honoraires. On avait dû donner nos honoraires pour qu'ils nous tirent un peu en bas. Ils les comptaient aussi dans le décompte. C'était le montant des travaux plus les honoraires, c'est ça qui fixait quel était le vainqueur. Alors, ce truc à 2 phases, ça nous a posé un peu des problèmes, c'est-à-dire que le site, la géologie, c'est évident qu'on en tient compte, hein, donc on choisit en fonction de ces problèmes-là, mais on a tenu compte dans notre projet, on a refait notre projet définitif. On avait 120 mètres de portée, on l'a abandonné. Hein. On a dit, on va tenir compte de cette procédure à 2 degrés. Alors on en a tenu compte comment? En première phase, concours de projet, c'est évident, qualité structurelle, ça doit être en ordre, intégration dans le site, esthétique, tout ça on doit le faire de toute façon. Mais on s'est dit, on va faire un ouvrage sobre. Parce que si on fait un ouvrage compliqué, il sera trop cher. Alors, effectivement, en vue de la phase 2, on s'est dit, on cherche sobriété, simplicité, mode de construction éprouvé, économie. Donc, c'est comme ça qu'on a déposé notre projet. Donc, 104 mètres, par hasard, c'est Chillon. Hein, c'est les mêmes portées. Et puis, on a fait, alors de nouveau, on a un système où on a 2 piles principales et 2 piles latérales, 2 hauteurs différentes, comme à la Mantu, on avait de nouveau un système flottant, monolithique, asymétrique. Là, on a le caisson au milieu de la grande travée, donc le caisson dans cette zone-là. Les lancements, donc si on divise la grande travée par cette hauteur-là, on a 43 délancements. C'est les élancements usuels pour ce genre d'ouvrage. Et sur appui, on est beaucoup plus haut, ici, on a 18,6. Là, pour les piliers, comme on a 2 sortes de piliers, on avait les grands piliers de la partie en encorbellement et les autres du viaduc d'accès. On aime bien, nous on en a fait pendant des années des piles octogonales, comme ça. Alors on a dit, bon, dans les viaducs d'accès, on fait ce qu'on fait d'habitude, puis là, on va simplement rajouter 1 mètre ici, mais on garde les mêmes coffrages. Donc on a pensé à l'économie dans le concept même de l'infrastructure. La précontrainte, alors elle est assez classique, mais ça peut quand même vous intéresser. Donc on a, dans ces encorbellements, on a 3 sortes de précontraintes. Pendant qu'on avance ici, symétriquement par rapport au pied, on a ce qu'on appelle la précontrainte d'encorbellement, qui est logée dans la dalle supérieure. Une fois qu'on a fait les clavages, on a une autre précontrainte ici de clavage qui vient dans cette partie-là. Et puis enfin, après, on ajoute encore une précontrainte de continuité qui est logée dans les armes et on enfile ces torrents-là sur plus de 200 mètres.
Alors, on l'a encore en coupe, ici. Vous avez cette précontrainte d'encourbellement dans la dalle, avec toujours les ancrages de chaque côté de l'âme. La précontrainte de continuité, où on a 19 torrents, et puis ça nécessite des bossages, ici. Pour vous dire à quel point on a économisé, puisque c'était un mandat parallèle, on s'est amusé à avoir des petits câbles de 7 torrents, puis d'autres de 12, etc. Si on n'avait pas eu ça, on aurait mis du 12 partout. Mais là, il fallait faire attention. Alors, résultat, voilà encore la coupe, où on a ici ces câbles de continuité qui sont tout en bas au milieu des travées. Voilà, résultat de la première phase, on était juste devant, avec notre caisson. Derrière nous, le bureau Dick, Benziger, Preissig, le groupement, ils étaient tout près, avec un bipoutre mixte. Un bipoutre mixte, c'est comme la Poya, si on veut, mais hauteur constante. Et puis, ils avaient des portées de 4 x 92, donc des portées relativement comparables. Ensuite, on est allé jusqu'au bout. Et puis, rentrée des soumissions, le décompte final, voilà, 100%, 141. Donc on s'est demandé pourquoi on avait fait toute cette procédure. On peut peut-être dire que le projet de la Poya arrivait aussi en soumission. Ça a peut-être un peu influencé les choses, qui pouvaient peut-être pas faire tous les ponts mixtes en même temps. Mais bon, voilà. Oui, c'est le prix. Ou le prix du métal, pas forcément, mais les entreprises du métal en Suisse, il n'y en a pas tellement, tandis que le béton, il y en a énormément qui savent faire du béton. C'était aussi un peu ça. Quelques aspects de calcul. Donc le plus méchant, c'est quand on est en train de faire le fléau complet, donc on a le pilier et puis le tablier complet, on doit prendre un vent transversal qui est 80% du vent final sur une longue période, mais on doit le prendre avec un facteur 1,5. Le poids propre avec un 35, des charges de chantier comme ceci. Et ce qui est intéressant, malgré le fait qu'on a quand même des piliers assez dodus, calcul au premier ordre, on a ça, 100%, 80 cm, et on a presque 1,20 m, donc on a 47% d'influence du deuxième ordre. Donc ça veut dire que le pont, quand il se déplace avec le vent transversal, ça augmente les moments de flexion. Donc il faut absolument en tenir compte. L'autre problème, c'est qu'on avait aussi le problème du bétonnage asymétrique. Donc là, en fléau partiel, on pouvait aller jusqu'à 5 étapes parce que les experts, dont le professeur Moutoni qui était dans le jury, nous avaient imposé que quand on bétonne le matin d'un côté, on doit prendre 1,35 fois ça, comme un poids propre usuel. Alors là, finalement, on était un peu limite, on n'avait pas beaucoup de réserves. Je reviens à l'autre. Voyez ce qu'on a fait. Puisque c'était un mandat parallèle, on a limé dans l'armature ici pour avoir juste un de sécurité. Honnêtement, d'habitude, on a plutôt un 15, un 20. Mais ces 20%, ça pouvait nous pénaliser pour le coup, on ne les avait pas mis. Quand on faisait la monture, les cages d'armature se dressaient fièrement. Ici, elles pliaient comme ça. L'entrepreneur devait mettre des supports parce qu'elles étaient trop souples. Alors, si on va plus loin, là, on a aussi eu des contreflèches à calculer, mais comme les portées étaient plus petites, finalement, c'était beaucoup moins conséquent. L'ordre de grandeur, vous voyez, ici, c'était 12-13 cm. Voilà une image des pieux, des cages d'armature pour les pieux. Voilà, donc ces piliers, on les arme avec des cages préfabriquées, puis ensuite on pose l'armature transversale sur place. Voilà une image du fléau, tout en haut, où on voit la précontrainte transversale, les précontraintes ici longitudinales, le début. Une image de ce culot, donc c'est la coupe sur appui, où vous avez les câbles d'encourbellement, les câbles ici de continuité. Le chariot de bétonnage, qui est quand même un engin assez lourd, on doit en tenir compte dans le calcul des contreflèches. Voilà l'ouvrage en phase de montage. Pour la stabilisation longitudinale, comme tu nous avais interdit de mettre des haubans, on a mis
un élément de grue comme tirant. C'est-à-dire qu'on bétonnait toujours d'abord ici et cet élément-là se tendait. Donc la stabilisation, elle était faite de manière très simple sur le tablier. Vous avez une deuxième image de cet élément qui se tendait lors du bétonnage asymétrique. Alors, bétonner, faire le clavage d'un pan en encorbellement, on doit s'assurer, avec une structure relativement rigide, qu'on n'a pas de déplacement verticaux relatifs, ni horizontaux, mais qu'on n'a pas non plus d'angle. Quand on bétonne, le dernier morceau, qui fait à peu près 4 mètres de long. Donc, ça nécessite une structure compliquée ici pour assurer la continuité du bétonnage. Alors voilà l'ouvrage avril 2009. En mai, là on est déjà tranquille, on est déjà bien avec ça. Le deuxième progresse. Là, l'ouvrage est pratiquement terminé. Et puis voilà l'image finale. Alors, que dire de ceci? C'est que finalement, on nous a obligés à choisir des formes simples à cause de la procédure et que finalement, on était assez content du résultat. C'est tout aussi beau que les pattes d'éléphant. Finalement, cette sobriété due à la procédure, elle nous a rendu service. De faire un ouvrage simple, élégant, sobre, ça peut être un argument décisif pour gagner un concours. Voilà, je serai au bout. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou bien quelle est la suite. Merci beaucoup Bernard. Est-ce que vous auriez des questions à lui poser? Moi j'aurais une question d'amateur. Vous avez un micro juste à côté. Vous avez parlé de votre projet de la rade de Genève, dont les conceptions techniques ont été reprises en France par l'ingénieur Birloger. Oui. Est-ce qu'il y a il a pu utiliser ces données techniques? Sans aucun problème. On n'avait pas droit à quoi que ce soit. Comme il était dans le jury, il avait tout à fait le droit de... Il avait accès à toutes ces informations. Oui. Bon, c'est pas tout à fait le même pont. Comme je l'ai dit, nous, on était à 35 mètres sur le lac, puis lui, il était à 300 mètres de hauteur. C'est un autre pont. Oui. Mais voilà, on aime bien quand même dire qu'on avait fait un projet qui ressemblait à ça. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé des ponts, mais pas beaucoup du temps que ça met du moment où on commence le projet jusqu'au rendu final. C'est plus ou moins combien de temps pour un pont de 100 mètres? Parce que je vois que c'est plus ou moins le standard. En dessous, vous ne faites pas trop. Alors, la Poya, c'est le mauvais exemple, c'était 25 ans, mais c'est les procédures, on est d'accord. Pour un pont normal où tout va très bien, on a peut-être 2-3 ans de projet, puis ensuite l'exécution, ça peut aller, alors je vais me lancer, ça peut aller de 9 mois, c'est une exigence qu'on a au pont du Pavillon à Genève, on doit le réaliser en 9 mois, ou à 1-2 ans. En 2 ans, un pont conventionnel, on le fait sans problème, la durée des travaux. Mais le projet, s'il y a des oppositions, ça peut durer un peu plus, ça c'est clair. D'accord, merci. Alors on a une convention d'utilisation qu'on établit en collaboration avec le maître, dans laquelle on dit qu'un pont de ce genre-là, ça doit durer 100 ans. Mais c'est un peu académique, parce que pour être clair, voilà. Ce qu'il faut, aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance. On ne doit pas faire un truc qu'on doit entretenir de manière sévère après 15-20 ans. Mais de dire que ça va durer 100 ans, c'est 100 ans sans reprendre la structure. Mais par contre, après 25-30 ans, on doit refaire l'étanchéité, on doit refaire les équipements, etc. Mais la structure principale, elle devrait tenir à peu près 100 ans. Les ponts romains tiennent depuis bien plus longtemps.
parce qu'ils ont beaucoup de masse. Puis par rapport aux charges de trafic, le poids propre est très grand. C'est aussi pour ça que ce concept de dalle pleine, dans ce sens-là, c'est mieux, hein, parce qu'on a plus de masse, donc par rapport au trafic, c'est mieux. Est-ce que les contraintes qu'on a faites, qu'on a données pour le pont du Creusena, ont augmenté le prix? Non, je pense pas, non. Parce qu'avant, on avait 120 mètres, avant. Donc on est venu à 104 mètres pour qu'on soit plus économique. C'est clair, plus la portée est grande, plus c'est cher. Mais avec ces 104 mètres, on n'avait aucune difficulté à passer cette zone de 60 mètres. Non, c'est la procédure qui a été influencée. Mais les contraintes là, du Creusena, ce n'était pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est la procédure. Mais enfin, bon, on s'adapte. Hein. Mais le fait que c'était dans une zone de protection élevée, c'était un géotope d'importance nationale, est-ce que ça a aussi une influence sur votre réflexion? Alors, au départ, on voulait faire ces diagonales, mais comme on n'osait pas mettre des tirants là-dedans, finalement, on a fait cette solution de le stabiliser par-dessus, et ça s'avérait beaucoup plus économique. Donc, quelque part, voilà, il suffit d'un peu réfléchir, et puis on trouve toujours une solution. Maintenant, on a fait des pieux, hein, tu es au courant, on a fait des pieux qui descendent dans les karstes dessous, et puis peut-être qu'on pourrait un jour avoir un problème. Donc, il est ausculté, il est mesuré, on mesure des dixièmes de millimètres, même pas, enfin voilà. Mais pour le moment, moi, je ne vois pas de grand problème. J'ai fait de la spéléo, je n'ai pas l'impression qu'un karst majeur qui tirerait le pont en bas va se développer dans les 100 ans à venir. Hein. Il ne me semble pas, mais peut-être que... Bon, ben alors on est... Est-ce que les méthodes de calcul ont beaucoup évolué depuis que vous avez commencé? Mais je dirais pas vraiment. Le prix des ordinateurs, oui. Quand on achetait les premiers trucs, ça coûtait un saladier. Non, mais nous, on a toujours utilisé les modèles bar, hein, de Koubous, ces choses-là. Et puis, alors ça fait maintenant... Bon, on a utilisé Axis, les modèles Koch, et maintenant on utilise SCIA. Mais tout ça, moi, je pense que ça existe depuis très longtemps. Fagus pour les analyses de sections. Et puis, voilà, non, c'est pas... Simplement, ça va beaucoup plus vite, hein. Maintenant, on peut mettre une tranchée couverte de 500 mètres de long avec un modèle Koch, et puis ça calcule, ping, ça fait 1 minute. Je ne sais plus, il y a 30 000 équations, 30 000 inconnues. Il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas non plus aller trop vite dans les modèles. Hein. Je dirais qu'il faut d'abord concevoir, esquisser à la main. Après, il faut prendre des modèles simples, puis seulement à la fin, si on a encore un peu de temps, puis un peu d'honoraire, on fait les modèles compliqués. Voilà. Alors le séisme, on doit le calculer, c'est clair. On doit chercher les fréquences propres, il y a différentes méthodes, mais ça c'est relativement simple, c'est standard. Voilà. Le vent, alors quand c'est des grands projets, il faut parfois faire des essais en soufflerie, c'est ce qu'on avait fait pour la Mentue, puis je crois aussi la Poya, on a aussi ça. Ouais. Parce que les normes, c'est pas très clair, c'est pas assez détaillé. Dans le cas du pont Morandi, est-ce que vous aviez des craintes a posteriori de la technologie qui était utilisée et donc la catastrophe qui s'est produite ne vous a pas outre mesure surpris? Non. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un système de lanceur d'alerte que quand la technologie est totalement en porte-à-faux avec... Avec mon épouse, on a estimé 120 fois sur ce pont. Puis dès les premières années, elle me disait pourquoi on voit les armatures ici, etc. Donc il était mal entretenu dès le départ. Ouais. Mais la cause majeure de dire qu'on peut faire un pont banné qui supporte 56 mètres, c'est ça l'erreur basique. C'est pas possible. Il faut mettre beaucoup de haubans. Il ne faut pas mettre un seul énorme hauban. C'est ça l'erreur majeure. Est-ce que la communauté des ingénieurs n'aurait pas pu avertir le ministre des Travaux publics italien, etc. Il faut avertir Benetton, le propriétaire de la société d'autoroute. Hein. Quand vous payez, c'est très cher, hein, les autoroutes en Italie. Quand vous payez, ça va dans la poche des privés. Ça va pas. En Suisse, quand on paye l'essence, etc.,
ça va pour la réparation des ponts, pas en Italie. C'est en train de changer. On a vu ils cherchent 1000 ingénieurs, hein, les sociétés d'autoroutes italiennes, pour remettre en ordre leurs ponts. Ah ouais. Alors, leur méthode maintenant, c'est qu'ils ferment la moitié. Quand ils ont 2 ponts, ils mettent seulement la moitié du trafic. Il n'y a plus 2 voies, il n'y a plus qu'une voie. Donc, avec la moitié du trafic, ils vont durer un peu plus longtemps. Mais bon, voilà. Dernière information, ça peut vous rendre service. Je me suis aperçu dernièrement que sur l'autoroute en Italie, parce que c'est les mêmes compagnies, l'essence est 50% le litre plus cher qu'en dehors. Puis nous, on n'a jamais vu ça. Nous, on prenait toujours le plein en sortant parce que dans les petits villages, ils suppriment les stations. Alors voilà, avec une auto avec 80 litres, ben, ça fait 40 balles dans l'orchestre chaque fois qu'on fait le plein. Voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est un autre monde. Hein. Ils sont bien pour faire du vin, mais je crois que pour les ponts, ce n'est pas les dignes héritiers des Romains. Vous avez dit, vous liez beaucoup vos piles monétiquement avec votre tablier. Ça pose pas un problème, ça, quand on a un aubanage avec, par rapport à la dilatation? Non, parce que là, en fait, comme on fait le montage de manière symétrique, la plupart des forces des haubans, elles agissent dans le système non clavé. Donc, après, il n'y a plus tellement. Mais ça se calcule, hein. Je pense, mais moi, je connais pas bien, mais par rapport à la poya, si on arrive sur le tablier, on explique comment ce qu'on voit directement un peu les vagues qu'on voit. Les vagues, c'est une question d'exécution, c'est pas une question de calcul. On a dû, non, mais on peut le dire, c'est la chose suivante. Quand on fait du mixte, normalement, la bordure, on la fait après. Et puis, si le mix fait un peu des vagues, on peut régler avec la bordure. Là, la bordure, elle était intégrée au système porteur urbané. Donc, c'était pas très bien. On a réglé le tir avec les glissières de sécurité, on les a adaptées, et on aurait dû le faire encore pour les barrières anti-suicide. Ça n'a pas été fait, mais c'est possible qu'on le fasse quand même un jour. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent « Qu'est-ce que tu as foutu? Tu t'es foutu dans les calculs. » C'est vrai que c'est un problème. Moi, ça ne me plaît pas, ça. Mais bon, voilà, on ne peut pas. Mais peut-être qu'on va le faire. Hein. Merci. Alors, je voudrais rajouter que le pont de Morandi, moi j'y étais déjà, je faisais les ponts dans la vallée d'à côté. Il faut se souvenir qu'on n'avait pas d'ordinateur. À l'époque. On faisait tout qu'avec une règle à calcul. Hein. Donc, c'était tout un autre boulot. C'était jamais si compliqué que ça. Les calculs étaient assez simples. On avait pas mal de réserves. On était un petit peu plus large. Mais le calcul à la main, il aurait pu le faire avec 12 mètres par auban. S'il y avait plus de haubans, il aurait pu le faire aussi. Non, mais je pense que le défaut du pont de Morandi, je l'ai appris quand j'étais avec Dividag, une suspension, si on calcule le risque, c'est 0 suspension. Parce que s'il se produit quelque chose, ben c'est foutu. Et puis, bon, je ne l'ai pas dit. C'est pour ça qu'on fait plusieurs haubans. Ouais. Comme il était très rigide, ils avaient énormément d'appui Gerber. 2 par travée. Ouais, alors, ouais. on ne sait encore pas. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être aussi un appui Gerber qu'à lâcher. Hein. Oui. Dans ce domaine, on n'a pas à faire les malins. On en a beaucoup en Suisse. Puis on est en train de tous les supprimer. Parce qu'au moment où un appui Gerber lâche, ça fait une telle force que le haut-banc lâche en même temps. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce que c'est le haut-banc qui a lâché ou bien un appui Gerber? Je ne sais pas. Le haut-banc, parce que c'est un haut-banc en béton précontraint. Oui. Hein? Ouais. Et puis quand on voit, il y a 60 et quelques câbles dedans. Oui. Et j'ai une photo du Vadikouf qu'ils ont fait juste après, où ils ont mis tous les... Quand ils montent les haut-bancs, mais c'est une salade épouvantable, ils sortent plus lequel. Puis ils les séparaient encore en deux pour diviser en deux. Donc je ne sais pas si c'est vraiment celui qui est dessus qui vient en haut, ou bien s'il commence à se croiser. C'était hallucinant. Puis ils ont la précontrainte provisoire pour sortir, parce qu'il avait encore les harpes, qu'il enlevait après, qu'il récupérait.
Alors, il y a des avis partagés sur le... Il était quoi? Ingénieur et architecte, les deux. Il y en a Lui, qui disent non, que Morin c'est... dit non, Ouais. il était ingénieur, professeur. Ah, voilà. Ouais, Alors, il enseignait à Rome. ouais, quand j'ai dû intervenir à la radio, je me suis quand même renseigné, je suis allé voir des articles. Le professeur actuel du Poly à Gênes, il a dit que la conception structurale de ce pont, c'était une aberration. Alors moi, c'est pour ça que j'étais, je ne veux pas dire très gentil, Ouais, voilà, pas trop gentil dans Il y a mon Mac intervention. le professeur Mac, que je connaissais Ouais. parce qu'il était au bureau où je suis arrivé, moi encore. Il a dit, moi, j'ai fait c'est une concours soumission, hein, l'ingénieur et client de l'entrepreneur. Oui, ça c'est le dessert. Et Ouais. il a dit, moi, je suis sorti deuxième, mais j'avais fait un pont. Voilà. Morand, il a fait une invention. Il a fait une œuvre d'art, il a fait Il a fait un truc. un objet je sais énorme. pas. Ben ouais, mais ça sert à rien, quoi. Ah ouais. Si ça fonctionne, un pont banné comme la Poya, ça sert à quoi de faire ce truc avec tous ces piliers? Ça sert à rien, ou bien. C'est Non, même puis pas c'était beau. en trop plus. compliqué parce qu'il n'y Ah avait, ouais. il y avait pas toutes les phases de construction quand on enlève la précontrainte de construction. Et puis il y a des moments où il y a 2 fois plus de compression, de précontrainte. Ouais. C'est assez compliqué. On a encore quelques questions Vous avez soif, derrière. Merci. Moi, je voulais juste vous demander pour un pont comme la Poya, par exemple, c'est quoi comme... il y a combien de... Vous employez combien d'ingénieurs pour calculer un ouvrage pareillement? Alors, pendant très longtemps, j'avais un jeune ingénieur qui m'a préparé tout le modèle, etc. Moi, je donnais des avis sur le modèle et tout. Donc, moi, je dirais il a travaillé 1 année et demie, 2 ans, comme ça. Et ensuite, pendant l'exécution, la maîtrise des contreflèches et tout, j'en avais un autre, Sylvain Plumet, qui a travaillé, je ne sais pas, moi, je dirais à 30-40%, quelque chose comme ça, pendant la construction. Donc, c'est pas si énorme, hein. Mais ça veut dire que vous avez un ingénieur qui s'occupe quasiment de l'entier du système porteur pour le pont. Presque. Pendant 10 ans, à Tramelan, on était 10. Maintenant, on est plutôt le double, mais pendant ces années-là, on était 10, puis on arrivait à maîtriser énormément de chantiers, hein. Moi, j'ai eu en parallèle 6 ponts dans la vallée de Tavannes, la Poya, le Creusena, et puis encore une tranchée couverte. Et puis le tunnel Serrière. Donc ça faisait à peu près 500 millions de travaux. Comme chef projet, moi, j'arrivais à gérer ça, hein. Mais il faut des jeunes qui font les calculs. Au début, je les faisais moi-même, les modèles, mais ça fait longtemps que je les fais plus moi, mais j'ai pas le temps. Et vous employez uniquement des ingénieurs qui sortent des écoles polytechniques ou bien Non, vous non, prenez non, aussi non, des... non, j'en ai énormément qui viennent d'ici actuellement. Ok, merci. Monsieur Ouriet, Oui. si on peut poser une question dans un autre domaine, dans le problème du coût des travaux, le pont de la Poya a été beaucoup cité. Ah, Il y a moi, je eu suis tout de à fait gros- à l'aise, là. Alors, je vais vous... Attendez, mais Ouais. laissez poser la question. Et je parle des faits d'abord. Il y a eu donc de gros dépassements, je ne sais plus si c'est 10, 20 ou 30 millions, hein, Par rapport à quoi? par rapport... Alors, je vous laisse madame répondre. Par rapport à quoi? Et ensuite, à quoi, d'après vous, entre les devis qu'on a fournis et le coût final, quelles sont les responsabilités principales? Alors, le devis avec lequel on est allé devant le peuple, c'est un devis sommaire d'avant-projet qui tenait sur 2 lignes. Il y avait une ligne viaduc d'accès, tant du mètre carré, puis ensuite zone urbanée, tant du mètre carré. Et puis, je crois qu'on a encore enlevé les réserves pour aller devant le peuple. Moi, je ne veux pas aller plus loin que ça. Donc, nous, on estime... On va laisser la réponse à cette question à l'ingénieur cantonal qui est là parmi nous, puis pourrait le voir tout à l'heure à l'apéritif. Ça sera plus simple, parce que oui, mais c'est pas lui de répondre à ce genre de questions. Moi, j'avais une question. Mais putain. Bonsoir. Par rapport à le dernier projet que vous avez montré, est-ce que vous aurez pu limer encore quelques francs en utilisant la préfabrication? Les ponts préfabriqués, c'est ce qu'on entretient tous les jours maintenant. Donc moi, j'ai juré que j'en ferai jamais. Voilà. Merci. C'est compliqué, les ponts préfabriqués. En eux-mêmes, ça va, mais les liaisons, tout ça, c'est très, très compliqué. Alors, moi, personnellement, j'ai juré que j'en ferai pas. Mais voilà.
Moi, je voulais savoir, c'est quoi l'erreur quand vous reliez les deux, quand vous reliez les deux piliers, l'erreur que vous avez sur le tablier quand vous les reliez, la marge d'erreur. Ah, quand on construit. Oui. Oh, il y a des tolérances, je ne sais pas, moi ça peut être 5-6 cm, quelque chose comme ça, mais en tout cas pas autant que ce qu'on a maintenant, c'est clair. Il y a trop. C'était pas bon ce résultat comme ça. Voilà. Je crois qu'il y a encore une question derrière. Les vins, qu'est-ce qu'on a comme tolérance? Bonsoir. Alors, ma question c'est, est-ce que vous pensez que les ponts en structure métallique sont démodés à l'heure actuelle? Absolument pas. Structure mixte, c'est tout à fait intéressant. Alors, je vous donne un exemple. Si vous allez en Italie, dans le nord de l'Italie, depuis Milan jusqu'à Parme, Bologne, la plupart des nouveaux ponts réalisés en Italie, c'est des structures mixtes avec tôle de coffrage métallique. Puis ça, nous, on a beaucoup de projets maintenant. Donc, le pont du Pavillon à Genève, c'est comme ça. On imagine qu'on va poser des caissons avec déjà une tôle métallique dessus et on pose ça de nuit à la grue, puis ensuite, on n'a plus qu'à bétonner. Donc, quand on a un problème de trafic dessous, ben, c'est l'idéal de travailler comme ça. Donc, surtout pas. Le seul problème qu'on a peut-être en Suisse maintenant, c'est que c'est les entreprises, ça diminue un peu. Hein, il y a peut-être moins de concurrence dans les entreprises. Et puis, il y a les ponts vraiment métalliques. Ben, il y en a un en construction à Genève, hein, le pont du Grand Saconnet, qui est un pont banné par le bureau T. C'est même plus un pont mixte, hein, c'est vraiment un pont métallique, entièrement. D'accord, merci. Si vous auriez aujourd'hui un nouveau concours pour un pont de grande portée, est-ce que la solution... C'est une plaisanterie? Non, c'est la question piège. Est-ce que la solution d'une structure précontrainte en BFUP rentre en matière? Grande portée BFUP, je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin, moi, je n'ai pas assez d'expérience. Mais pour des ponts plus petits, alors oui, sans autre, pourquoi pas, hein, clairement. Ouais. Mais pour 150, 160 mètres, je ne sais pas. À voir. Hein. Ça peut aussi aider à éviter le coffrage, le cintre, etc. On a des variantes de passage à faune où on envisage éventuellement de faire des solutions comme ça. Ouais. Merci. Je crois qu'on arrive gentiment au bout des questions. Grand merci encore à Bernard pour toutes ces réponses intéressantes. Cher Bernard, je te remercie très chaleureusement pour ta présentation passionnante et passionnée. Voici encore une autre facette très visible du vaste métier de l'ingénieur civil. J'en profite pour te remettre un petit présent pour tout le temps que tu nous as consacré sous vos applaudissements. Si vous souhaitez encore pouvoir observer d'autres ouvrages, je vous suggère de visiter l'exposition des projets du concours des ponts de la nouvelle liaison Marly-Matran, qui aura lieu du 4 au 18 mars prochain au bâtiment Boschung à la route d'Englisberg 21 à Großpakow. Suite à cela, vous pourrez également observer les projets avec leurs maquettes des 3 premiers lauréats de chacun des ponts du 30 mars au 9 avril dans le hall de notre école. De plus, le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, les gagnants viendront nous présenter leurs projets dans ce même auditoire à 17h. Peut-être y croiserez-vous à nouveau votre conférencier de ce soir. Je souhaite également vous informer que notre prochaine conférence du génie civil aura lieu le mercredi 13 mai. Monsieur Loïc Dazin, chef de projet au CFF, viendra nous présenter la diversité des travaux liés au projet CFF Léman 2030. Vous pouvez également d'ores et déjà noter dans vos agendas la conférence du 14 octobre à propos des tunnels par M. Adrian Fontana, membre de la direction de Pini Swiss Engineer SA.
J'ai le plaisir de vous inviter maintenant, toutes et tous, à un apéritif qui vous sera servi à la sortie de cet auditoire, ainsi que dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée, puisqu'on est très nombreux ce soir. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et une bonne rentrée dans vos foyers. Merci.